de 91 millions d'Africains vivent avec une hépatite. De nouvelles infections par le virus de l'hépatite sont enregistrées chaque jour, de même que des décès qui surviennent principalement parmi la frange de population comprenant des personnes jeunes et productives. L'OMS soutient les efforts déployés au niveau régional et national en vue d'éliminer l'hépatite virale à l'horizon 2030. En effet, l'organisation fournit des orientations claires, notamment pour une prévention, un dépistage et un traitement efficace. Plus de 90% des personnes vivant avec l'hépatite en Afrique ne reçoivent pas les soins dont elles ont besoin et moins de 10% jouissent d'un accès aux services de dépistage et de traitement. Cela favorise l'avancée progressive de la maladie hépatique, ce qui occasionne une charge financière et induit des répercussions telles que la détresse émotionnelle et la stigmatisation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up consacré aux hépatites virales, notamment à la prise en charge. Et pour vous entretenir, ce soir, nous recevons un médecin hépatogastro-entérologue, le docteur Germaine Talla. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mireille. C'était également coordonnatrice du centre de traitement agréé des hépatites à l'hôpital La Quintini de Douala. Et nous savons que l'hépatite est une inflammation du foie. Comment savoir que l'on souffre d'une hépatite virale? Merci Mireille. Pour savoir que l'on souffre d'une hépatite virale, tout simplement, il faut faire un test de dépistage, même si on est en bonne santé. Il y a des tests qui permettent de savoir si on est porteur du virus. Et donc, à l'issue, si c'est positif, il y a des bilans supplémentaires à faire. Alors, quelles sont les tranches de la population les plus touchées? En général, c'est la population jeune et productive. Pourquoi? Parce que déjà, très souvent, ils sont infectés à la naissance ou à la petite enfance, ou également à l'âge jeune, puisque ce sont ces jeunes qui sont exposés aux pratiques à risque, dont les rapports sexuels non protégés, l'usage des seringues ou alors des tatouages et des piercings. Et donc c'est généralement cette population-là, ces jeunes-là qui sont plus concernés par ces hépatites. Alors là, vous avez parlé des tatouages, des seringues, des comportements à risque. C'est ce qui m'amène à vous poser la question de savoir comment se contractent les hépatites. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une série d'hépatites, docteur Germaine Talla. En fait, on a 5 types d'hépatites. Oui. L'hépatite A, B, C, D et E. L'hépatite A et E, ce sont des hépatites qui se transmettent par les eaux usées, la contamination des aliments. C'est un peu ce qu'on appelle les maladies des mains sales. On a également les hépatites B, C et D qui se transmettent soit de la mère à l'enfant lors de l'accouchement ou lors de la naissance. Ils se transmettent également par le contact avec des produits biologiques ou du sang infecté. Docteur, parlez-nous de la prise en charge au quotidien. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et que les personnes souffrant d'hépatite virale rencontrent également? La principale difficulté que l'on rencontre, c'est lorsque les patients sont dépistés. Déjà, quand ils viennent nous voir, ils pensent qu'ils vont avoir directement accès au traitement. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a souvent des bilans supplémentaires nécessaires qui vont permettre de savoir si le patient est inactif ou s'il a besoin d'être mis sous traitement. Et malheureusement, parfois également, les patients n'attendent même pas, ne cherchent même pas à savoir ce que nous on peut faire, mais ils ont recours à la phytothérapie, ils se disent que nous on ne traite pas. Pourtant, il y a des traitements qui existent. On peut guérir de l'hépatite C, il y a des traitements que l'on peut donner qui peuvent permettre que lorsqu'on a l'hépatite B, on n'évolue pas vers les complications que sont la cirrhose et le cancer du foie. On va en parler tout à l'heure de ces complications-là. Donc, la principale difficulté, docteur, si je comprends bien, c'est que lorsque les personnes viennent vers vous et qu'elles sont dépistées positives à l'hépatite virale B ou C, immédiatement, elles veulent être mises sous traitement. Oui.
Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il faut. Vous leur expliquez qu'il faudrait d'abord faire une série d'examens pour savoir si leur hépatite est inactive, parce que c'est aussi un fait. On peut être porteur du virus et ne jamais développer une maladie. Oui, Désormais, ne jamais développer la maladie, les symptômes de la maladie et vivre avec toute sa vie. Bien sûr. Et ça, il faudrait aussi le dire à ces personnes-là. Effectivement, oui. Et donc, s'il faut dire également pour le cas de l'hépatite C, on peut avoir une sérologie de l'hépatite C positive, pourtant on est déjà guéri. Parce qu'on peut guérir spontanément, naturellement. Nos anticorps peuvent être capables d'éliminer le virus spontanément sans besoin d'être traités. Et donc il est nécessaire effectivement de faire son bilan, de se faire suivre à l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Alors, donc, si je vous comprends bien, docteur, pour ce qui est de l'hépatite C, on peut être dépisté positif et pourtant on a déjà nos anticorps ont déjà combattu la maladie. Oui. Et pour ce qui est de l'hépatite B, on peut être dépisté positif, on a effectivement le virus en nous, mais il est inactif, donc on ne développe aucun symptôme et on peut vivre toute sa vie. C'est pourquoi une fois qu'on vous dit que vous êtes positif, il ne faut pas immédiatement avoir recours à chercher à avoir recours à des traitements. Il faudrait d'abord faire un bilan. Ouais, faire le point de sa maladie, savoir à quel stade on se situe. Est-ce qu'on est déjà au stade des complications? Parce que parfois il arrive même que lorsqu'on se dépiste, c'est déjà au stade grave, sévère. Et donc, seul le médecin est à même de vous dire exactement ce qu'il en est de la situation. Est-ce que vous avez des patients qui arrivent, ils sont dépistés, vous faites un bilan et vous leur dites voilà, vous êtes à tel stade, et revenez pour le début de la prise en charge? Est-ce qu'ils reviennent souvent? Oui, quand même pour la plupart qui ont bien compris la nécessité et l'intérêt de suivi et les risques même de ne pas se faire suivre, beaucoup reviennent vraiment pour la prise en charge. Il faut le reconnaître, c'est pas facile de vivre avec une maladie des années, se demander et avoir peur, parce qu'il y a quand même cette crainte de se dire bon, peut-être que ça va s'aggraver, est-ce que c'est possible de vivre sans rien faire? Parce que ceux à qui on a dit que vous ne devez pas avoir de traitement, ça ne va pas être facile à vivre. Il faut vraiment beaucoup discuter, vraiment leur expliquer pour qu'ils puissent comprendre que c'est possible. Mais malheureusement, d'autres écoutent ce qu'on leur dit au quartier ou dans l'entourage et vont chercher des traitements qu'ils pensent être efficaces, qu'ils pensent pouvoir résoudre rapidement leurs problèmes. On ne soigne pas à l'hôpital, on soigne plutôt chez les tradithérapeutes. Et donc, beaucoup y croient et ils y vont. Malheureusement, reviennent. Pourquoi? Parce que ça n'a pas marché ou alors parce que ça a encore peut-être aggravé la maladie, parce qu'il faut savoir que ces substances-là peuvent être toxiques pour le foie. Et parfois, c'est plutôt pour aggraver la maladie et parfois, ils reviennent parce que la maladie est toujours présente. Alors, docteur, je vais vous inviter à aller suivre ce reportage. Le 28 juillet dernier, date de célébration de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites, des séries de dépistage ont été organisées à travers le pays. Ici à Douala, nous avons observé... La Journée mondiale de lutte contre les hépatites virales est l'occasion pour certains Camerounais de connaître leur statut. Je suis venue me faire dépister juste pour connaître mon statut sérologique. Je voulais juste savoir si jamais je suis infectée ou pas. On est venu ici dans un premier temps pour faire le dépistage de l'hépatite. On fait vérifier si tous les enfants en fait sont bien portants. Les spécialistes sont d'avis que le dépistage non seulement permet de mieux prévenir la maladie chez ceux qui ne sont pas encore infectés et une meilleure prise en charge chez ceux qui le sont. Et c'est seulement ainsi qu'on pourrait réduire la prévalence, car c'est 10% de la population camerounaise qui est affectée par l'hépatite virale B et 2% par l'hépatite virale C. Le Cameroun est un pays de forte prévalence pour l'hépatite B et pour l'hépatite C, trouve une prévalence de l'hépatite B aux alentours de 10%. En ce qui concerne l'hépatite C, la prévalence est différente en fonction des tranches d'âge.
Ces deux types d'hépatite restent les plus dangereuses dans ce sens qu'elles s'attaquent au foie. Le foie, qui est l'une des parties de l'appareil digestif, il est situé en haut et à droite de l'abdomen. C'est l'organe le plus grand du corps humain. Il a une forme de trapèze et pèse 1,5 kg chez l'adulte. Sur ce plateau, après ce reportage, docteur, on a vu que de nombreuses personnes ont profité de la célébration de cette journée pour pouvoir connaître leur statut. On leur a demandé pourquoi et chacun avait une raison particulière. Mais d'après vous, docteur, pourquoi il faut à tout prix effectuer un dépistage? Parce qu'il y a des personnes qui attendent que le jour de la célébration aussi pour connaître leur statut. C'est souvent l'erreur. Bon, c'est peut-être aussi parce qu'il y a cet avantage que c'est gratuit. On peut comprendre cela. Il faut se faire dépister. Pourquoi? Parce que les hépatites sont des maladies silencieuses. On peut être infecté et être en bonne santé. Et malheureusement, très souvent, les symptômes n'apparaissent que quand c'est déjà grave, quand c'est déjà au stade des complications. C'est la nécessité, c'est l'intérêt de se faire dépister. Surtout également les femmes enceintes. C'est vraiment très important pour les femmes enceintes de se faire dépister parce qu'il y a un risque de contamination chez les enfants. Et ce sont ces petits bouts de chou-là, ces petits enfants-là qui ont plus de risques de développer des complications à l'âge jeune parce qu'ils ont été infectés très tôt dans la naissance. Et ça, c'est généralement pour l'hépatite B ou pour l'hépatite C? C'est surtout pour l'hépatite C. La transmission mère-enfant concerne plus l'hépatite B. Oui. Mais aujourd'hui, docteur, il y a un vaccin qui permet de prévenir cette transmission-là de la mère à l'enfant une fois l'enfant est né. Effectivement, le vaccin il est efficace. Il doit être fait dès les premières heures de vie du bébé pour éviter que s'il a été contaminé, il puisse développer la maladie. Et vraiment, ça protège et ça permet d'éviter des complications futures. Dans les quartiers, beaucoup de personnes disent que les femmes qui souffrent d'hépatite virale B ne devraient pas allaiter leurs enfants de peur de les contaminer, même s'ils ont été vaccinés. Qu'est-ce que vous en dites, docteur? Non, s'ils ont été vaccinés, c'est la raison. Elles peuvent allaiter les enfants, surtout si les enfants ont été vaccinés. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro. Effectivement, mais il est mieux que l'enfant soit nourri au lait maternel parce qu'on connaît quelle est la nécessité de l'allaitement maternel pour l'enfant, au risque qu'il meure d'autres maladies encore qui pourraient être causées du fait qu'il n'ait pas bénéficié de ce lait qui est très important. Mais si la maman est infectée par l'hépatite B et que l'enfant a bénéficié de son vaccin à la naissance, il n'y a aucun risque. Je pourrais dire qu'il y a si l'enfant n'a pas bénéficié, et si l'enfant n'a pas bénéficié de ce vaccin, est-ce qu'il y a un risque également? Oui, parce qu'on peut retrouver le virus dans le lait. Oui, il y a une petite, c'est possible qu'il y ait du virus dans le lait maternel. Voilà qui est clair, docteur Germaine Talla. Nous espérons que les mamans qui nous regardent en ce moment ont pris des notes et elles ont compris la nécessité de faire vacciner leurs enfants et de les allaiter. Alors, docteur, on sait que les complications des hépatites, que ce soit B et C, parce que ce sont celles qui sont les plus fréquentes en Afrique subsaharienne et au Cameroun, les hépatites B et C, ce sont les cirrhoses et les cancers. Que faut-il faire pour ne pas en arriver là? Pour ne pas en arriver au stade de cirrhose ou cancer, c'est d'abord déjà se dépister. Si on se dépiste et qu'on est négatif, le meilleur traitement, c'est la prévention. Et donc, ça passe par la vaccination contre l'hépatite B. Ça passe par l'adoption des gestes qui protègent, notamment en cas de rapport sexuel à risque, il faut mettre des préservatifs. Éviter de partager les objets de toilette intimes qui pourraient être en contact avec du sang, notamment les brosses à dents, les rasoirs. Ça c'est pour éviter l'hépatite. Oui. Mais une fois qu'on a l'hépatite, pour éviter la cirrhose et pour éviter le cancer, qu'est-ce qu'il faut Lorsqu'on faire? est déjà découvert, on est dépisté hépatite B, il faut déjà consulter. Et le médecin pourra dire si on est inactif, comme on l'a dit tout à l'heure, ou si déjà on est au stade de complications. Parce qu'on peut déjà être au stade de cirrhose, mais on ne sait pas, mais sauf qu'on n'a pas encore développé. Maintenant, si on n'est pas encore à ce stade, on se fait suivre. Si le médecin a jugé nécessaire un traitement, on prend bien son traitement. Si dans le cas contraire, il y a tout simplement, on peut par exemple limiter ou éviter
au mieux la consommation d'alcool, avoir une alimentation équilibrée et également adopter ces mêmes gestes qui protègent, parce qu'il faut éviter de se contaminer par d'autres virus, parce que la co-infection est un risque, il augmente le risque d'évoluer vraiment vers ces complications. Parce que ce n'est pas parce qu'on est déjà atteint de l'hépatite B qu'on est protégé des autres. Il y a d'autres virus et donc il faut toujours adopter ces mêmes gestes qui protègent contre une co-infection par d'autres virus, notamment le VIH, ou bien si on a l'hépatite B, on peut encore se faire infecter par l'hépatite C. Il y a également l'hépatite delta, par exemple. Oui. Alors, docteur, avant qu'on ne sorte de cette émission, j'aimerais bien que vous reveniez sur ce thème, le thème retenu le 28 juillet dernier lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites, pour qu'on essaie de bien comprendre de quoi il était question cette année. Le thème cette année, c'est « Un foie, une vie ». Tout simplement pour faire comprendre le lien qui existe entre les hépatites et l'inflammation du foie, c'est-à-dire les lésions qui vont endommager notre foie. Et donc, il est important de savoir qu'on n'a qu'un seul foie. On ne pourra pas avoir une deuxième chance si on est contaminé ou bien si on arrive au stade de complication. Et c'est pour ça qu'il est important de se faire dépister. Et donc, il ne faut pas attendre d'être malade pour se faire dépister. Il faut aller le plus tôt possible, si on ne connaît pas son statut, se faire dépister sa famille, son entourage. C'est très important parce que beaucoup parmi nous ne savent pas, autour de nous, ne connaissent pas que cette maladie existe. Et donc, surtout, et lorsqu'on est infecté, il faut se faire suivre, respecter ses rendez-vous, afin que la prise en charge soit efficace et bonne, parce que ce n'est pas encore suffisant. Merci docteur Germaine Talla d'être passé sur ce plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions concernant la prise en charge de l'hépatite virale au Cameroun. Merci Mireille. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Le programme c'est Check-up et nous entamons la deuxième partie après avoir échangé avec notre invité en première partie. Je vais vous inviter à écouter le docteur Stéphane Essimi Patrick. Il est pharmacien et ce soir il nous parle du médicament générique. C'est quoi? Comment les prendre? C'est dans la rubrique « Parole aux pharmaciens ». Qu'est-ce que le médicament générique? C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui afin d'aborder une fois de plus cette nouvelle thématique. En gros, c'est quoi le médicament générique? De façon tout simple, le médicament générique, c'est tout médicament ayant le même principe actif, le même dosage, le même mode d'administration, identique au médicament d'origine qui sert de référence. D'après cette définition, nous constatons que le médicament générique est identique au médicament de référence. C'est le pourquoi, si vous arrivez en pharmacie, la loi autorise le pharmacien à remplacer un médicament prescrit en cas de non-disponibilité par son équivalent générique. C'est ce qu'on appelle le droit de substitution. Donc, très chers patients, soyez rassurés, si votre pharmacien vous conseille un générique ou substitue un de vos médicaments par un générique, il sera aussi efficace que le médicament prescrit par votre médecin. Le médicament générique également aussi, quelle est son importance? Il permet non seulement à toutes les couches sociales d'avoir accès aux médicaments parce que la plupart des temps, il est moins coûteux que le médicament d'origine. Mais le fait qu'il soit moins coûteux n'enlève en rien son efficacité par rapport au principe. Donc, très chers patients, nous espérons que vous avez bien compris cette notion de médicament générique et que vous dirigez dans toutes les pharmacies proches de votre environnement pour prendre un médicament générique si nécessaire ou pour faire délivrer un médicament générique par votre pharmacien. Merci. Retour sur ce plateau, nous espérons que vous en savez davantage sur la question du médicament générique et surtout comment en faire bon usage. Donnons à présent la parole au docteur Joël Manfo qui, dans sa chronique, nous parle d'un problème bien précis que je vous invite à découvrir. Chers téléspectateurs du Canal 2 International et du Check-up Santé, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chronique du dentiste. Aujourd'hui, nous parlerons de la dévitalisation qui est un traitement très courant en cabinet dentaire. La dévitalisation, c'est un traitement qui consiste à extirper le paquet vasculo-nerveux de la dent
ou bien encore appelé pulpe, ou parfois péjorativement appelé nerf dentaire lorsque celui-ci est infecté. Il existe plusieurs situations dans lesquelles on peut réaliser le traitement de la dévitalisation. Et l'une des raisons les plus courantes, c'est généralement l'existence d'une carie très profonde qui a en fait infecté le nerf dentaire et donc a créé une pathologie qui est appelée la pulpite, qui est parfois très douloureuse, et dans ces cas-là, on est obligé de réaliser une dévitalisation. Dans certains cas, on réalise également la dévitalisation lorsqu'il y a eu un traumatisme sur une dent qui a entraîné la rupture du paquet vasculo-nerveux de la dent et donc la mortification de celle-ci. On le fait aussi parfois pour traiter les racines dans l'objectif de se servir d'elle comme pilier pour la future prothèse. Alors, comment se passe la dévitalisation ? Ce qu'il faut d'abord savoir par rapport à la dévitalisation, c'est qu'elle doit toujours se faire sous anesthésie locale ou loco-régionale dans le but d'éviter les douleurs. Et généralement, elle prend 2 à plusieurs séances en fonction de la situation clinique dans laquelle on se trouve et également en fonction du matériel dont dispose le chirurgien dentiste ainsi que la méthode utilisée par celui-ci. Alors, la dévitalisation commence par la réalisation de ce qu'on appelle la cavité d'accès qui va permettre d'avoir un accès aux canaux radiculaires dans lesquels le nerf dentaire se trouve. Ensuite, on va envoyer des instruments à l'intérieur de ces canaux pour extirper ce nerf dentaire-là et bien le nettoyer. On fera également une irrigation avec des solutions antiseptiques afin de bien désinfecter ces canaux. Et enfin, les canaux seront obturés de façon hermétique, ceci afin que la pathologie ne récidive. Il est important également de noter qu'une dent dévitalisée est parfois une dent qui est assez fragile. Et donc, dans ces cas-là, on peut réaliser au-dessus de cette dent ce qu'on appelle une couronne, qui est une prothèse, qui est une sorte de casque qui va permettre de protéger la dent contre les forces masticatoires afin d'éviter qu'elle ne se casse. C'est tout pour cette capsule de la chronique du dentiste et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de Check-up qui était consacrée en première partie aux hépatites virales, notamment à la prise en charge. Et vous avez eu droit à 2 chroniques en deuxième partie, celle du pharmacien et du chirurgien dentiste. Si vous avez d'autres préoccupations, si vous voulez nous faire part des thèmes d'émission abordés, n'hésitez pas. Faites-les nous savoir via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. En attendant, à rester en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.